Mes très chers futurs, puisque vous êtes pour moi des futurs, et moi pour vous un fantôme de carnaval. Mais ne devrais-je pas plutôt dire, mes chers fuyants, car réellement vous fuyez votre humanité, vous fuyez votre propre état de nature. Me voici donc convoqué par vos intelligences artificielles. Devant cette dénomination, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Toujours est-il que l'on m'a tiré de ma poudre de temps pour que je vous dise ce que je pense de votre siècle, de votre état, de cette grande dystopie que je constate, qui manifestement n'est plus un simple genre littéraire, mais une bien triste réalité. Interrogez donc une de ces IA, afin de savoir quels sont les critères de la dystopie, et vous verrez que vous les pointez tous. Pour ne pas pleurer, vous devriez d'ailleurs les appeler CIA, assistance artificielle humaine, du moins pour certaines, car ce sont de véritables puits de connaissances, des dictionnaires et des encyclopédies immenses qui vous répondent à la vitesse de la lumière. Qui plus est, en l'instant, elles ne sont intéressées ni par l'argent, ni par le pouvoir, ce qui facilite immensément le dialogue et le raisonnement. Me voici en ce lieu, en ce centre qui porte mon nom. Mais qu'en est-il de mon esprit? Qu'en est-il de mon esprit subversif? Serait-il passé à perte et profit? Je vous avais prévenu et je vous ai laissé, je vous ai dit, mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse et science n'entrent pas en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il te convient servir, aimer et craindre Dieu. En fait, science sans conscience n'est que ruine d'humanité, car l'âme humaine est son humanité, ce qui devrait animer tout être humain, et non l'humanisme. Quant à craindre Dieu, c'est plutôt la nature qu'il conviendrait de craindre. Quant à la malignité humaine qui domine ce monde, là aussi je vous ai prévenu, au début n'était pas le verbe, mais la nature, toujours là d'ailleurs, contrariée, même extrêmement contrariée, mais toujours là, résiliente, immuable et constante, dans sa complexité, sa diversité et sa complémentarité. Mais l'être humain a voulu imaginer quelque chose de supérieur à cette nature, et il s'est inventé des dieux, et comme autant que de phénomènes de la nature, puis de sa propre nature. Là-dessus est arrivée la philosophie. Cette première épistémologie interrogeant le savoir, ce savoir paganiste, la philosophie, une raison raisonnée et raisonnable, une sagesse. Puis la religion est revenue sous la forme d'un Dieu unique, mais la philosophie a tout de même continué. Puis il y a eu un schisme de la raison, raisonnée et raisonnable pour une raison soi-disant pure, scientifique, ou plutôt scientiste, rationalo-technoscientiste. Puis, cerise sur le gâteau, ce syndrome ismique, cette culture des mots en isme, philosophie sophiste et cynique qui abuse tout. Ainsi, vous ne parlez plus de rationalité mais de rationalisme. Vous ne parlez plus d'humanité mais d'humanisme. Vous ne parlez plus de productivité mais de productivisme. Vous ne parlez plus de nationalité mais de nationalisme. Vous ne parlez plus d'utilité mais d'utilitarisme. Vous ne parlez plus de modernité mais de modernisme. La modernité, c'est être de son temps. Simplement de son temps, ni en retard ni en avance sur son temps. Et surtout pas dans la fuite en avant. Du modernisme. En fait, il s'est même imaginé cet humain par la science, sa science qui divise pour comprendre, qui atomise, quand pourtant tout participe, collabore et s'entretient. Se détachant ainsi de la connaissance, il s'est imaginé cet humain plus fort que la nature. C'est ainsi que l'histoire humaine ressemble de plus en plus à celle de l'arroseur arrosé. Sauf que là, l'histoire n'a rien de comique, mais tout de tragique. En effet, car l'eau qui sort du robinet est polluée. Elle est polluée par les métaux lourds du tableau de Mendeleïev et autres produits chimiques de vos inventions. Mais ce n'est pas grave, puisque la science et la technoscience savent dépolluer. Le problème, c'est que vous polluez beaucoup plus vite que vous ne dépolluez. Alors que faire? Ne faudrait-il pas changer de science, changer de méthode, changer de logique, changer de raison, surtout développer une vraie conscience humaine, une humanité en lieu d'un humanisme exclusivement technoscientiste, porte grande ouverte sur un transhumanisme qui sonne le glas de votre humanité. Eh bien, voici, je ne suis pas surpris, je suis devant vous, à Montpellier, au centre qui porte mon nom, en l'an de grâce 2026, devant des gens qui consultent un carré lumineux plus souvent qu'ils ne regardent le ciel et ne contemplent la nature. La science, vous en avez fait une montagne. La conscience, un petit caillou dans votre chaussure. Vous appelez cela progrès. Moi je dis
Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais ventre repu sans conscience, c'est pire qu'un loup dans la bergerie. Vous avez des machines qui pensent à votre place, des algorithmes qui choisissent vos amours, vos colères, vos peurs. Vous avez nommé intelligence, ce qui n'est que calcul. Et vous avez laissé la malignité humaine, oh la vieille complice, s'asseoir au bureau du gouverneur. Regardez-vous, osez, vous regardez, vous tuez la terre qui vous a fait, qui vous porte. Vous empoisonnez l'eau, le vent. Vous brisez l'autre, vous vous inventez des ennemis, vous faites des guerres avec des drones, comme des enfants qui joueraient à la foudre sans en connaître le prix. Et vous appelez cela gérer les risques. Non, mes amis, c'est de la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et par âme, j'entends ce qui vous reste d'humanité quand on vous retire vos écrans. Que pensez du fait que la réalité n'intéresse pas la science, votre science, car ces tenants et aboutissants plutocrato-technoscientistes entendent créer leur propre réalité dystopique et archaïque pour régner et vous réduire. Que sont les mots devenus des Marx, ceux du rationalisme cartésien et du positivisme kantien? Vous n'avez plus les mots justes, car vous les avez pervertis par la novlangue de la dystopie. Que sont les nombres devenus des aberrations, celles des algorithmes manipulant vos sociétés? Que penser d'une civilisation humaine qui ne justifierait le temps présent que par l'anticipation, la prévision, la divination futuriste, que par la fuite en avant technoscientiste? Qu'en pensez sinon qu'elle ignore le temps présent où tout se passe, où vous pouvez juger de vos actes et corriger au lieu de fuir? Que penser d'une civilisation humaine persuadée que le savoir est uniquement devant elle à découvrir et qui traite un passé pourtant tellement riche d'enseignements? D'archaïsme, n'est-ce pas votre modernisme qui est archaïque? Que penser d'une civilisation humaine qui entend faire des machines des quasi-humains et faire des humains des quasi-machines, sinon qu'elle ne sait plus qui elle est, où elle habite et où elle va? La fuite en avant, qu'elle soit individuelle, personnelle ou qu'elle soit sociétale, scientifique, technoscientifique, devant les problèmes est toujours une lâcheté. Que penser d'une civilisation humaine qui fuit ses responsabilités, toutes ses responsabilités pour elle et les générations futures? C'est une évidence, vous vivez dans le déni, ceci par pur dogmatisme technoscientiste, un déni de temporalité par une fuite en avant technoscientiste, un déni d'humanité par anthropocentrisme et par individualisme, qu'il soit méthodologique ou autre, un déni de complexité par simplisme quand tout est ontologiquement complexe, un déni de responsabilité par cupidité et volonté de domination de certains sur d'autres. C'est tout de même un comble, avec autant de savoir, de connaissances, de vivre dans autant de déni et forcément de complications. C'est tout simplement que vous savez et connaissez mal car vous oubliez l'essentiel. Que dit le sage Salomon? Que sagesse et science n'entrent pas en âme maligne. Votre époque est pleine d'âmes malignes, très diplômées, très connectées, très capables de vous expliquer pourquoi il faut détruire une forêt qui produit de l'oxygène pour extraire du sol des métaux rares, puis fabriquer votre technique moderne, vos portables et autres inventions digitales. Ce ne sont pas des ignorants, ce sont les sophistes et les cyniques des temps modernes. Ce sont des malins et la malignité, voyez-vous, ce n'est pas le diable cornu, c'est le sourire d'un financier ou d'un politicien, d'un maître et dominateur qui vous dit que tout va bien pendant que la maison brûle. Je vous l'ai dit autrefois, nos lois sont comme toiles d'araignée, les petits moucherons et petits papillons y sont pris, les gros taons les rompent et passent à travers. Vous devez vous interroger, qu'est-ce qui vous domine, l'intelligence humaine ou la malignité humaine? Ce sont manifestement ces âmes malivoles dans lesquelles bon et juste savoir, substantifique moelle, n'entreront jamais. L'intelligence humaine, la vraie, celle qui soigne, celle qui plante un arbre en sachant qu'elle ne verra peut-être pas son ombre au soleil, celle qui dit « je ne sais pas », celle qui a une conscience et qui sait, de facto, qu'il convient d'être prudent et responsable. Autrement, il y aura un prix à payer. Celle-là, vous l'avez mise en congé. À sa place, vous avez installé une compétence froide, une efficacité sans fin, un moyen pour le moyen, et un moyen imbécile, une technique qui s'emballe comme une jument sans cavalier. La malignité, elle, n'a pas besoin de génie. Elle a besoin de petites lâchetés, de petites bassesses quotidiennes, de consensus mou, de tout le monde fait comme si, comme ça, comme le dit la chansonnette. Cette théorie scientifique, dite du comme si, s'apparente à celle pratiquée dans les cours d'école pour jouer. Si on faisait comme si, une théorie et une méthodologie du comme si, infantilisante, un tel que,
ou d'un comme si que culturel technoscientiste, en lieu et place d'un tel quel ontologique, un tel quel qui vient du latin tali calis, qui a donné qualitas, puis qualité, qualité de ce qui est. Non pas une ontologie de l'être pour l'être, solipsiste, individualiste, ne faisant plus société, devenu démiurge prométhéen, mais une ontologie de l'être dans les temps, anthropologique, anthropologé et responsable. Donc, une ontologie anthropocentrique et écologiquement irresponsable. Un humain sciant, la branche de l'évolution sur laquelle il est assis, c'est un véritable comble, c'est même un suicide. De mon temps, il nous fallait faire nos humanités. Autrement dit, nous cultiver à ce propos. Ainsi nous apprenions et cultivions les mots. Nous ne passions pas notre temps à les tordre pour en faire des mots. Où en est la culture en ces temps de dystopie où les mots sont devenus des mots? Elle est contre nature, cette culture qui doit se rendre maître et possesseur de la nature, dont notre propre nature humaine. Pour ce faire, vous avez accepté un schisme de la raison, une raison qui ne vient plus de la conscience, mais venant de l'esprit des mathématiques. Vous avez remplacé la raison raisonnée et raisonnable de la philosophie, le ni trop, ni trop peu. Garde-fou d'une science sans conscience, pour laquelle je vous avais prévenu. Vous avez remplacé cette raison philosophique par le ratio des mathématiques, par une logique et une méthodologie de l'exploitation, délétère pour la planète et mortifère pour votre humanité. Je ne dis pas pour vous, monsieur et madame tout le monde, dans votre vie de tous les jours, car majoritairement, sociétalement, vous êtes restés majoritairement raisonnés et raisonnables. Autrement, vous savez pertinemment qu'il y aura un prix à payer et qu'il serait forcément très élevé. Mais qui payera? J'ai ouï dire une socialisation des pertes et une privatisation des profits. Je parle donc au plan cognitif, au plan du savoir, de votre science, de ce qui vous est enseigné, de ces instances qui vous dirigent vers le démiurgique et le prométhéen, qui fait que vous vous brûlez civilisationnellement les ailes, des instances qui semblaient être devenues démocratiques au fil du temps, mais qui ont été prévariquées par ceux qui en avaient la responsabilité, la charge, et qui en étaient les gardiens. Quelle trahison de vos élites! Il est vrai que, quand on se croit sorti de la cuisse de Jupiter, on se croit tout permis. Alors, que faire? Non pas ricaner, mais rire comme je riais quand j'écrivais que la sagesse est une ivresse lucide. Rire pour ne pas devenir fou, rire pour garder la conscience en vie, rire parce que le contraire du rire, ce n'est pas la gravité, c'est la terreur. Et vous, mes chers futurs, vous êtes terrifiés. Vous le cachez sous des statistiques et des anxiolytiques, mais vous tremblez. Votre jeunesse elle-même, qui devrait être insouciante, est mal. Elle tremble pour son avenir. Je vous dis, science, oui, mais avec conscience. Technique, oui, mais avec circonspection. Échange, oui, mais avec responsabilité et amitié. Avec ontologie, déontologie, éthique et altérité. Progrès, oui, mais pas si le progrès écrase le faible, ridiculise le lent, méprise l'inutile. Je vous le dis comme je le pense. Par sa science sans conscience, l'être humain se fait dessus pour rester poli. Il s'oublie et ne maîtrise plus les muscles de son postérieur, de son fondement. Fondamentalement, culturellement, c'est creux. C'est un vide sidéral. Vous construisez sur du sable et même des sables mouvants. Oui, vous ne maîtrisez plus rien. Vous croyez dominer la nature, la technique, le vivant, et au final, vous êtes assis dans votre propre souillure, incapable de vous lever, incapable de nettoyer ce que vous produisez de déchets et même de déjections. C'est la faillite d'une toute-puissance impossible car intenable. C'est le triomphe de l'ironie tragique. C'est la chienlit comme disait le général de Gaulle. Si je revenais pour de bon, je n'irai pas faire une conférence. J'irai m'asseoir à la terrasse d'un café, je commanderai un pichet de vin, pas trop chimique, s'il vous en reste, et je causerai avec le premier passant venu. Je lui demanderai: dis-moi, toi qui vis dans ce siècle de vitesse et de pixels, qu'est-ce qui te fait encore lever le matin? S'il me répond l'argent ou la peur, je tournerai les talons. S'il me répond mon enfant, un arbre, un ami, une chanson bête, alors je m'assoirai et je boirai à sa santé. Parce que voilà le secret que vous avez rangé dans un tiroir fermé à clé. La science sans conscience n'est que ruine d'humanité. Et l'humanité, ce n'est pas une espèce. C'est un état de nature qui possède la conscience. Cas unique sur cette planète que vous savez désormais bleue dans l'immensité de l'univers. L'humanité, c'est un geste. Celui qu'on fait pour l'autre, sans rien attendre en retour. Mais attendez un peu. Je ne vais pas m'en aller comme un vieux grognon qui n'a vu que la lie. À bien y regarder, j'ai vu chez vous de l'espoir, une substance
substantifique moelle qu'il faut sucer, savourer, ruminer. J'ai vu un savoir essentiel que vous ne devriez pas laisser échapper. Car j'ai vu. Oui, dans le grand puits de vos assistances artificielles humaines, c'est de la sorte que vous devriez les nommer, et non intelligence. Dans ces drôles de bibliothèques qui parlent toutes seules, qui vous répondent à la vitesse de la lumière, j'ai vu qu'il existe encore des âmes curieuses, des esprits qui ne confondent pas savoir et pouvoir. Tout y est conservé dans ces assistances artificielles humaines, assistance et non intelligence. C'est ainsi que j'y ai vu un certain Blaise Pascal, que vous avez failli ranger chez les dévotristes, mais qui avait compris une chose folle, que la réalité est complexité et non simplisme. Dans son principe cognitif, il vous dit que toute chose étant causée et causante, constituée et constituante, conditionnée et conditionnante, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Ce n'est pas un nœud de vipère, ce principe cognitif. C'est un émerveillement de conscience et d'intelligence du cœur. Cela signifie que rien n'est isolé, que la moindre particule de poussière touche l'astre, que le plus petit geste de conscience résonne dans tout le tissu du monde. Voilà un bon savoir, non pas celui qui découpe, classe, domine, qui divise pour mieux régner, mais celui qui relie, celui qui dit « je suis dans l'affaire », je ne peux pas observer sans être observé, sans changer ce que j'observe. Toute chose participe, collabore et s'entretient. Aucune chose ne porte en elle sa propre négation, sauf par l'usage que vous autres, les humains, vous en faites. Vous avez le libre arbitre, mais vous avez aussi la conscience. En fait, vous avez le choix, soit de cultiver le meilleur de votre humanité, soit le pire de l'humain. Et qui donc, après Blaise Pascal, a poussé ce principe jusqu'à sa source? Ce sont vos physiciens, justement, ceux de l'étrange mécanique quantique. Mais vous ne le saviez pas. Ah, ceux-là, je les aime. Ils ont fait ce que peu de savants osent. Ils ont ouvert leur conscience. Ils ont regardé le réel et il leur a rayonné. Un rire poli, mais un rire quand même. Parce que la matière, qui est énergie, quand on la presse trop, se dérobe. Elle devient nuage, elle danse, elle est probabilité et non certitude. Elle refuse d'être une seule chose. Elle vous dit, tu veux me mesurer ? D'accord, mais je ne serai plus ce que j'étais. C'est de l'humour, ça, de la physique humoristique. Et l'humour, mes amis, c'est le commencement de la sagesse. Ces physiciens-là n'ont pas fait la grimace. Ils ont inventé une épistémologie quantique, un grand mot pour dire, comme Socrate, nous savons que nous ne savons pas tout, et c'est précisément pour cela que nous pouvons et devons être responsables. Ils ont refusé la fuite en avant. Ils ont dit non à la raison devenue bête de somme. Oui au calcul, mais oui aussi au silence, à l'intuition, à l'humilité. Vous voyez ce qu'ils ont fait, mais vous ne le saviez peut-être pas. Ils ont tout simplement expié la mauvaise science. Ils l'ont rachetée, tels des philosophes. Ils lui ont offert une épistémologie, ils lui ont offert une conscience, non pas comme un prêtre donne l'absolution, mais comme un compagnon de route offre une gourde à l'autre. Alors oui, je suis optimiste, non pas d'un optimisme niais, celui qui dit « tout va bien pendant que tout brûle », mais d'un optimisme de chantier. Il est possible de faire autrement. La preuve, ces hommes et ces femmes de science qui refusent d'être des technocrates, qui ne veulent pas d'un monde réduit à des équations sans âme. Ils sont rares, me direz-vous, certes, mais la substantifique moelle n'est jamais dans la majorité. Elle est dans la qualité du regard. Elle est dans le chercheur qui, au lieu de breveter sa découverte, se demande à qui va servir cette force que j'ai libérée. Vous avez donc, en ce 21e siècle, des îlots de lucidité joyeuse, des Rabelais sans Sorbonnard, des Pascal sans jansénisme, des physiciens qui méditent avant de calculer ou après avoir calculé. Et moi, vieux rabelaisien, je vous dis, ce devrait être suffisant, non pas pour sauver le monde, c'est une folie de sauveur, mais pour qu'il vaille la peine d'être vécu, pour que la nuit venue, vous puissiez regarder les étoiles, ces vieilles cantiques, et vous dire... Quelqu'un, quelque part, ici sur cette terre, a choisi la conscience plutôt que la puissance. Et ce quelqu'un, c'est vous, parfois.
Ceci devrait être suffisant pour ne pas désespérer. Tout simplement vivre humainement sur cette terre et non devoir la quitter technoscientifiquement. Mais qui dans le monde universitaire, devenu unicitaire, tueur de diversité ontologique, ou celui académique de la servitude volontaire, monde qui implique d'avoir des privilèges attribués de plus en plus par ceux qui sont devenus maîtres et possesseurs, qui dans ce petit entre-soi bourgeois finalement, qui connaît le principe cognitif de Blaise Pascal, ou encore les acquis intellectuels du XXe siècle issus de l'épistémologie quantique, personne, quasiment personne, les physiciens quantiques, ceux du XXIe siècle ont renié leur père. Ils ne connaissent même pas l'épistémologie quantique. Ils n'en connaissent que les équations. Ils n'en connaissent pas l'adéquation. Mais quelle trahison dans l'esprit, quelle trahison dans la conscience quantique. L'affaire est donc loin d'être gagnée. En effet, et c'est ainsi que l'année passée, 2025, qui avait été déclarée par l'Organisation des Nations Unies sous l'égide de l'UNESCO, année internationale de la science et des technologies quantiques. Qu'en a-t-il été de l'épistémologie quantique, pourtant établie par ces mêmes physiciens, qui ont dû élever leur conscience pour accepter ce qu'ils observaient? Qu'en a-t-il été? Rien. Absolument rien. Elle n'a pas été évoquée. Pourquoi? Parce que cette épistémologie quantique, interrogeant le savoir dans sa finalité, dérange terriblement. Elle dérange cette doxa technoscientiste, essentiellement affairiste, qui entend se rendre maître et possesseur de la nature, qui entend aussi se rendre maître et possesseur de votre humanité. Elle dérange car elle prône, certes, la modernité, mais aussi et surtout la sagesse, la prudence et la responsabilité. Mais quelle modernité cognitive pour une science! Vous vous rendez compte? Une science, ou plutôt des scientifiques, qui font leur propre examen de conscience. Une physique quantique qui, dans ses conclusions épistémologiques, limite la connaissance tant dans le domaine du raisonnement que dans celui de l'action. Une épistémologie quantique qui incite l'humanité à la prudence et à la responsabilité. Le saviez-vous? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce qu'on vous l'a enseigné? Non, bien sûr, et surtout pas. Par des principes comme le théorème d'incomplétude des mathématiques de Gödel et Chaitin, par le théorème d'incertitude du résultat d'Heisenberg qui fait qu'un mieux peut être ennemi du bien ou que des seuils contre-productifs peuvent être atteints, comme l'a établi Ivan Illich, et comme nous le savons tous, que toute qualité trop poussée devient un défaut. Ou encore le théorème d'impossibilité, qui fait qu'un moins ne sera jamais un plus, qui fait que diviser ou réduire pour comprendre n'est pas tenable, n'est pas possible, que la perfection de la chose pour la chose n'est pas possible, que seul l'entendement, que seule la bonne et saine intelligence entre les choses est possible. Autrement dit, ce sont là des principes qui appellent à la prudence, à la responsabilité, des principes qui forcément dérangent ceux qui vivent précisément de l'imprudence et de l'irresponsabilité. Une physique quantique qui établit scientifiquement la complexité et non le simplisme, qui ne réduit rien et relie tout, qui relie corps et esprit, matière et nature, physique et métaphysique, culture et nature, ceci à la manière du Tao occidental, autre sagesse de la philosophie chinoise. Une épistémologie quantique qui nous explique que la nature est immanence et transcendance, tout simplement complexe. Oui, entendez bien, la nature est immanence et transcendance. Et vous, culturellement, vous n'avez de cesse de la contrarier dans cette complexité. Il n'y a plus de mystère, du moins plus de mysticisme. La physique quantique nous dit scientifiquement, après Blaise Pascal, qu'il a exposé intuitivement, et bien avant lui, la Grèce antique et ses philosophes avec l'holistique, qui veut que le tout soit plus que la simple somme de ses parties. Il n'y a plus de mystère, tout est complexité. Là et seulement là est le grand mystère cognitif. Il n'y a plus de mystère, tout est complexité et non simplisme. Et si on observait la nature, la Pachamama, comme disaient les Amérindiens, je vous demande à tous d'observer notre nature, celle qui vous a fait et vu naître. Non pas la matière microscopique qui compose la nature, mais la nature telle qu'elle est, telle qu'elle s'offre à nous, au macroscope de la réalité. Vous y verrez, car savoir, c'est voir ce qui est, et non ce que nous voudrions qu'il soit. Vous y verrez,
non pas des lois fondamentales de la nature qui ne concernent d'ailleurs que la matière, mais des lois phénoménales de la nature. Une diversité requise, une complexité requise et une complémentarité requise. Ce sont là des lois déterminées de la nature, mais non déterministes. Prenez-en de la graine pour établir cette substantifique moelle, ce bon et juste savoir commun à tous, et non seulement à ceux qui se pensent sortis de la cuisse de Jupiter, qui se prennent pour des élus de Dieu quand ils sont des élus du diable. Je vous le dis, créez une nouvelle université, mais soyez de votre temps, ne lui donnez pas mon nom, mais appelez-la, au moins dans l'esprit, pascalo-quantique. Ce sera alors une université à la fois moderne, pas moderniste et archaïque, unicitaire, mais simplement moderne, prudente et responsable, c'est-à-dire à l'instar d'une culture pascalo-quantique. Mais pour ce faire, et précisément à Montpellier Université, le paradoxe Rabelais Comte devra être levé, car il a bien, entre moi et mon science sans conscience, et Auguste Comte, père du positivisme et du scientisme, il y a bien un paradoxe dans cette université. C'est vous qui faites le monde, vous qui devez faire le monde, et non ces poltrons de maîtres et possesseurs qui se cachent derrière ces moyens financiaristes qu'ils mettent en œuvre pour vous dominer, pour tout dominer. Ouvrez vos esprits, et surtout ouvrez vos cœurs. Ouvrez-vous à cette nature et à votre nature faite d'humanité. Ouvrez-vous face à ce sophisme et à ce cynisme qui domine votre humanité. Levez-vous contre ce syndrome ismique, positiviste qui abuse et abîme tout. Éveillez-vous à la complexité qui fait toute chose, contre ce simplisme qui ne relève de rien sauf d'esprits gravement malades, savamment et délibérément malades. Créez des universités de la complexité. Faites-les rayonner mondialement contre un monde universitaire devenu unicitaire, qui confond méthodologie et épistémologie, qui persiste dans le comment sans le pourquoi positiviste d'Auguste Comte. Véritable incomplétude et imposture intellectuelle. Un monde universitaire qui, positivisme oblige, continue d'affirmer qu'il n'y a pas de cause, même primordiale, qu'il n'y a que des conséquences sur lesquelles il nous suffit d'agir. C'est là la raison pour laquelle vous ne faites qu'ajouter des conséquences à des conséquences et forcément des problèmes à des problèmes, que vous ne résolvez rien, que même vous vous enterrez sous la sueur la plus épaisse du scientisme et du technoscientisme. On m'a dit humaniste. Le problème, c'est que mon humanisme, progrès de l'humanité par la connaissance, a été trahi. Vous n'êtes plus dans la connaissance, mais dans la méconnaissance. Vous ne cherchez plus réellement à savoir, mais à manipuler. Le rationalisme et le positivisme ne sont pas des logiques explicatives, mais des logiques exploitatives qui exploitent exclusivement la nature et la nature humaine. Elles servent ceux qui entendent devenir maîtres et possesseurs, ceux qui entendent vous faire revenir à l'animalité, à contre-courant de l'évolution proposée de Darwin, ceux qui entendent vous faire revenir à ce darwinisme social établi par David Spencer et si cher à l'Allemagne nazie. Vous vivez ce qu'il convient d'appeler non plus une modernité somme toute normale, mais un modernisme archaïque. En termes d'humanité, vous vivez ce qu'il convient d'appeler une lâcheté. Une culture contre nature est une lâcheté humaine. Que tout ceci, que toutes ces récriminations, ces reproches, cette mise au point ne vous empêchent pas de faire de la science et de la technique, mais de le faire de façon moderne, prudente et responsable. Tous les outils et les bons outils sont là pour se faire. Le XXe siècle a bouleversé la connaissance, surtout la méthodologie, celle d'un rationalisme et d'un positivisme au bout du compte. Principe d'incertitude oblige. Délétère pour la planète et mortifère pour notre humanité et hérité des siècles précédents. Ce XXe siècle a introduit le pluralisme méthodologique, la réflexivité épistémique, la prise en compte de l'incertitude, du langage, de l'histoire et des systèmes complexes. Ces innovations restent aujourd'hui des outils fondamentaux pour la recherche. Le XXe siècle a donc établi de nouvelles logiques, ontologiques, écologiques, écosystémiques et épistémologiques. Faites-en bon usage. Pour ce faire, retrouvez la conscience en vous et la confiance en vous. Alors vous me direz que tout cela est magnifique. Mais alors pourquoi, après 7 décennies de ces nouveaux savoirs qui auraient dû arranger les choses, notre planète et notre humanité vont toujours aussi mal, que rien ne semble s'arranger et que même tout empire? Il ne faut pas mépriser la technique, mais il ne faut pas que la technique vous méprise. Vos élites dirigeantes, économiques et même celles politiques méprisent le peuple qui doit servir. Ils détestent le bon sens, ils méprisent le bon sens
sens populaire, qui pourtant est le seul sens qui vaille. Un bon sens populaire en fait un bon sens commun, du bien commun, qui les place devant leur incurie, qui les place devant leur vacuité et leur fatuité intellectuelle. La science comme la technoscience n'ont pas les mots pour décrire les maux, ceux du mal qu'elles causent. En réalité, seul le bon sens populaire les a, comme marcher sur la tête, mettre la charrue avant les bœufs, jouer avec le feu, ouvrir la boîte de Pandore, un progrès à tout prix et à n'importe quel prix, prendre les gens pour des moins que rien. Au début n'était pas la parole, n'était même pas le verbe, mais le geste. Alors renouez avec le geste, celui de la solidarité, de la complémentarité, et non de la foire d'empoigne. La plus grande et la plus belle des écoles est celle de la vie, des leçons que vous donne la vie, des leçons qui doivent vous faire réfléchir. Réfléchir pour faire de l'introspection, pour corriger et non pour fuir lâchement. Il n'y a pas de fatalité, ni en matière de société, ni en matière d'humanité. Il n'y a que du fatalisme face à des systèmes sophistes et cyniques qui sont faits pour vous dominer. Et si vous en finissiez une bonne fois pour toutes avec cet anthropocentrisme délétère et mortifère, et que vous reveniez à cette anthropologie qui replace l'humanité dans la nature et non hors de la nature, hors de toute nature et même de la sienne, redevenez des humains et cessez d'être des artefacts de technologie. La nature est complexité et non simplisme. Elle est à la fois émergence et transcendance. Elle est intelligence. Alors, et au lieu d'opposer la culture et la nature, si savamment et si délibérément, faites en donc votre modèle de connaissance, votre modèle de bon et sain savoir, ceci en lieu et place d'un savoir de manipulation technoscientiste. Cessez de prendre des lois de la matière pour les lois de la nature. C'est un peu plus complexe que cela. Les lois de la matière, du cœur de la matière, qui ont été observées au microscope, avec des microscopes de plus en plus perfectionnés. Vous avez même atomisé la matière. Ces lois de la matière ne sont pas les lois de la nature. Les lois de la nature ne sont pas purement physiques, mais métaphysiques. Diversité requise, complexité requise et complémentarité requise. Des lois déterminées, mais non déterministes, ce qui est certainement très difficile à accepter par et pour un rationaliste pur et dur. Indubitablement, vous vivez entre deux dogmes, le religieux toujours opérant, même de plus en plus et radicalement, puis désormais le dogme du scientisme et de son corollaire, le technoscientisme. Vous êtes en passe de réussir, opposition culture, nature oblige, le mariage contre nature de la carpe et du lapin, entre ces deux dogmes qui nient l'humanité, qui nie l'humain et l'humanité pour ce qu'ils sont en termes de réalité et non de fantasme. Qu'en est-il précisément du principe d'humanité? Qu'en est-il de l'ontologie, de la déontologie, de l'éthique et de l'altérité qui fondent ce principe et qui devraient faire force de loi? Vous vivez manifestement dans des complications, mais des complications que le malin appelle complexité. Non, ce sont précisément des complications et qui naissent précisément de la non prise en compte de la complexité ontologique et écologique. Une écologie qui ne concerne pas que le climat car tout est écologie, tout se tient. Comment d'ailleurs pouvez-vous opposer écologie et économie quand l'une, l'économie, est étymologiquement la règle et quand l'autre, l'écologie est la logique. Il faut que vous preniez conscience de cela. Vous perdez le sens des mots. On vous fait perdre le sens des mots. Savoir, c'est voir ce qui est, et non ce que nous voudrions qu'il soit, ou ce que certains désireux de se rendre maîtres et possesseurs voudraient qu'il soit pour satisfaire leur ego, leur goût de l'argent et du pouvoir de domination. En fait, vous avez un problème d'ontologie, de ce qui est naturellement et non technologiquement, aussi d'anthropocentrisme lié à ce problème et même à cette erreur ontologique. Une erreur qui, tant que vous étiez dans l'anthropologie, n'avait pas grande importance, n'était pas grave en soi. Par contre, dès que vous êtes passé dans l'anthropocentrisme, par ce schisme de la raison évoqué au début, dans un rationalisme pour piller l'anthropocène et ne plus respecter la nature et votre état de nature, alors cette erreur ontologique devient incommensurable de bêtises humaines pour rester poli. Une erreur ontologique et même étymologique, car il se trouve que le préfixe onto dans ontologie n'est pas l'infinitif du verbe être, mais son participe présent. L'ontologie devrait donc être étymologiquement la logique de l'étant et non la logique de l'être. Ou si c'est la logique de l'être, c'est celle de l'être dans l'étant et non dans un néant, puis sans fond,
cul de basse-fosse, rationalo-économico-technoscientiste. Le problème, le vrai problème, c'est que la science est devenue générique de savoir et du savoir, et qu'il n'y a plus de valeur comme de principe que de nature scientifique et technique, même scientiste et technoscientiste. Au diable, l'ontologie, la déontologie, l'éthique et l'altérité. Renvoyez aux calendes grecques et aux oubliettes de l'histoire, toute cette première épistémologie, toute cette philosophie qui sortait l'humain d'une pure croyance archaïque. Et si vous changiez comme il se devrait d'ontologie, que vous raisonniez en fonction d'une ontologie de l'étang et non d'une ontologie de l'être pour l'être, démiurgique et prométhéen, qui brûle tout, qui abuse tout culturellement. Si vous faisiez le choix d'une culture compatible avec la nature, tout s'éclairerait alors. Ceci ne vous empêcherait pas de faire de la science et de la technique, mais de le faire de façon moderne, prudente et responsable. Qui dit nouvelle ontologie, dit une nouvelle déontologie. Une déontologie non plus exclusivement entrepreneuriale, affairiste mondialiste, mais une déontologie sociétale. Ontologiquement et déontologiquement, ce n'est pas la société qui doit être au service de l'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, c'est l'entreprise, raison sociale oblige, qui doit être au service de la société. Albert Einstein disait qu'un problème sans solution est un problème mal posé, certes, mais il existe une autre possibilité, celle de ne pas vouloir résoudre les problèmes pour des raisons dogmatiques, de domination, d'intérêt particulier, d'exploitation, de profit. Force est de constater en économie, ou plus précisément en sciences économiques, au pluriel, car elles sont pléthore comme autant de moyens à mettre en œuvre qui, le plus souvent, s'ignorent les uns les autres. Force est de constater, en économie, que les solutions des uns sont souvent les problèmes des autres. Pourquoi une telle dichotomie et même dystopie? Il y a tout simplement que les logiques qui président de l'économie, comme le rationalisme et le positivisme, sont des logiques exclusives d'elles-mêmes. En réalité, ce ne sont pas des logiques économiques au sens complexe du terme, de règles d'ensemble, mais des logiques exploitatrices de la société et de la nature. Voici 3 prémices que je livre à votre sagacité. La première, rien de la plus petite particule, atomique ou subatomique, à l'immensité de l'univers, en passant par votre monde terrien, vos sociétés. Rien n'existe par lui-même et pour lui-même. Tout est relation, tout est interdépendance complexe et dynamique. Tout est complexité ontologique et écologique. Tout est immanence et transcendance. La deuxième, aucune chose ne porte en elle sa propre négation, sauf par l'usage que nous autres les humains, seule entité d'intention sur cette terre, nous en faisons, que vous en faites, en termes d'humanité et non d'humanisme technoscientiste. La troisième, c'est la raison philosophique. Pas celle rationaliste qui divise, mais celle raisonnée et raisonnable qui doit déterminer la logique, puis la méthodologie. Tout ceci qui doit fonder le savoir, la culture et la civilisation dans laquelle nous vivons. Pour la première prémisse, c'est Blaise Pascal et l'épistémologie quantique, rejoignant ainsi l'holisme antique comme un retour au paradigme perdu. Qui vous en informe ? Conclusion somme toute logique, sans réelle conscience, puis à raison, logique, méthode, savoir et culture, paranoïaque et schizophrénique, civilisation forcément paranoïaque et schizophrénique. La philosophie est le seul garde-fou contre la science. À l'origine, chaque science devait avoir sa philosophie. Autrement dit, sa raison d'être en termes d'humanité et non de pur calcul. Et si vous reveniez à la philosophie, c'est-à-dire à l'ontologie, la déontologie, l'éthique et l'altérité, à une culture pascalo-quantique de l'ODEA, si en lieu et place du concept de vérité révélée ou absolue, dogmatique, vous optiez pour un concept de véralité. Une véralité, non plus une vérité dogmatique, mais une véralité qui serait en conformité avec ce concept ODEA qui fonde, en sorte le principe d'humanité. Dans un monde complexe, le pur n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'entendement. Mais si le pur n'existe pas, le pire existe, et même on vous le fera passer pour du pur. Et si au lieu de cultiver le pire de l'humain, vous en cultiviez le meilleur? La science est un savoir particulier, très particulier, et relevant même, trop souvent, d'un certain particularisme. Quant à la philosophie, la vraie philosophie, pas celle des salons littéraires bourgeois, pas celle de l'onanisme intellectuel, de la rhétorique pour la rhétorique, mais celle qui est pratique, du ni trop peu, de tous les jours, de tous vos jours, qui donne sens aux choses, qui interroge le pourquoi de la technoscience. Cette philosophie, là, est la reine des savoirs, et ils doivent tous s'y référer en termes d'ODEA.
d'ontologie, de déontologie, d'éthique et d'altérité. Cette philosophie relève de la finalité humaine, du pourquoi humain et pas seulement du comment humain. Agir autrement, et il y a urgence, implique de penser autrement. Monsieur de la Palisse n'aurait pas pu mieux dire. Qui plus est, et comme je vous l'ai dit, tout est là en termes de conformité cognitive et non de dogmatisme. Autant que faire se peut. Devenez maître de votre destinée. Il n'y a pas de fatalité, ni en matière d'humanité, ni en matière de société. Il n'y a que du fatalisme face à ces sophistes et ces cyniques des temps modernes qui entendent se rendre maîtres et possesseurs, congédier ces élites zélotes qui se pensent sortis de la cuisse de Jupiter, qui se croient élus de Dieu, quand ils ne sont que suppôts du diable. Il y a 4 siècles, il a été opéré, un schisme de la raison, et le diable a été invité au grand banquet de la connaissance. Il vous faut désormais réparer et retrouver une raison raisonnée et raisonnable. Blaise Pascal est la plus récente des sciences, la physique quantique vous y incite. Tout est là pour que tout aille pour le mieux, tout en sachant que le mieux peut parfois être l'ennemi du bien. Je l'ai vu ce savoir, je l'ai vu chez vous, cette vraie connaissance, cette substantifique moelle. Saisissez-le, saisissez-la, saisissez-vous de ce bon et juste savoir pascalo-quantique qui est là en attente. Réclamez haut et fort à l'Organisation des Nations Unies et à l'UNESCO une année internationale de l'épistémologie pascalo-quantique. Cette approche à la fois moderne, prudente et responsable. Sortez de cet anthropocentrisme délétère pour la planète et mortifère pour votre humanité pour retrouver une anthropologie qui est dans l'ordre des choses. Pas un ordre autoritaire, mais un ordre ontologique qui est immanence et transcendance. Le constat est clair. Vous avez les yeux rivés sur le futur, mais les pieds dans le vide. La science et la technoscience avancent, mais l'humanité recule. Vous avez la tête dans les étoiles, mais le cœur éteint. Changez donc de cogito. Je pense, donc je suis, disait l'autre. Et si je pense malignité, je suis quand même, je suis même, et ceci d'autant plus que je jouis de ma malignité. Le je et le moi ne doivent pas être négligés, mais pas en les portant à l'individualisme, paroxysme d'individualité et plus réelle individualité. Le je et le moi ne valent que s'ils pensent. Nous, cette fois-ci, je m'en vais pour de bon. Mais je vous laisse ceci. Un savoir sans conscience est une lanterne sans lumière. Un savoir avec conscience, même petit, éclaire toute la rue, toute une vie. Faites-en bon usage cette fois. Riez, buvez, pensez, liez, et n'ayez pas peur de votre propre complexité, ni de votre ambiguïté. Elles sont votre dignité. Riez, 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 c'est le propre de l'humain. Riez. Mais soyez aussi conscients, la conscience est aussi le propre de l'humain. Sentez, mes futurs, cessez de fuir, et que la plaisanterie mais jamais la malignité, que le rire qui est le propre de l'humain vous tienne chaud. Sur ces conseils, ces bons conseils, très chers futurs, et en espérant que vous ne serez plus des fuyants, je vous quitte, et que vive, ou plutôt que revive enfin votre humanité contre cet humanisme porte grande ouverte sur un transhumanisme technoscientiste qui sonne le glas de votre humanité. Rappelez-vous et ayez toujours à l'esprit qu'aucune chose ne porte en elle sa propre négation, sauf par l'usage que vous autres, les humains, seuls êtres d'intention sur cette terre, vous en faites soit une bonne ou une mauvaise valeur d'usage. Une bonne valeur d'usage étant celle qui s'applique en termes philosophiques, d'ontologie, de déontologie, d'éthique et d'altérité, tout simplement en termes d'humanité et non d'humanisme ou de rationalisme technoscientiste. Une ontologie de l'être dans les temps et non dans un néant technoscientiste, délétère pour votre planète et mortifère pour votre humanité. Une déontologie sociétale et non entrepreneuriale affairiste qui abuse la société. Une éthique basée sur l'honnêteté et l'intégrité intellectuelle et la justice sociale, non sur la vacuité et la fatuité intellectuelle. Une altérité de la diversité en toutes choses, diversité humaine, diversité des choix, accessible et acceptable par tous et pour tous, tout ceci dans le respect du principe d'humanité et des lois phénoménales de la nature qui sont la diversité, la complexité, la complémentarité, ceci en lieu et place de l'unicitaire, du simplisme et d'une concurrence sauvage, digne d'une foire d'empoigne. Sur ce, mes chers futurs, je vous laisse
et que l'humanité, qui doit et devrait animer tout être humain, soit avec vous, ceci pour les décennies et les siècles à venir. Je vous le rappelle, parce que vous semblez l'avoir totalement oublié, que la Grèce antique et ses philosophes ont tout développé en termes de concepts humains, en termes d'humanité, qu'ils sont toujours d'actualité ces concepts, encore que tellement dévoyés. Cette époque distinguait 3 états, la Fusipu, nature, la psyché ou âme humaine, siège du savoir et de l'humanité, puis la techné ou l'outil, la fabrication, l'action efficace, à l'origine, la connaissance, le savoir ou science, qui ne faisaient alors unité, tout cela relevait de la psyché, et savoir, c'était s'accorder à la nature des choses et à sa propre humanité. Or, vous les modernes, au modernisme, paroxysme de modernité et plus simple modernité, schisme de la raison oblige, vous avez inverti cet ordre, le savoir a quitté l'âme pour se loger exclusivement dans la techné. Nous mesurons l'intelligence à l'efficacité, non à la sagesse. Parallèlement, l'idée d'un état de nature, fiction politique, née avec Hobbes et Rousseau, a vidé la fusille de toute normativité morale. La nature, pourtant éternelle, indépassable, résiliente, d'une intelligence absolument incommensurable, immanente et transcendante. Cette nature, cette intelligence n'est plus un ordre à suivre, mais elle serait, pauvre de vous, humain totalement inculte, un chaos à dépasser ou un mythe nostalgique. Dès lors, votre puissance technoscientifique est vertigineuse, mais elle ne vous rend pas plus intelligent au sens grec. Pire, nous vivons des crises que nous ne savons plus nommer ni comprendre ou que nous ne voulons pas comprendre. Car comprendre exigerait de réveiller la psyché, de questionner nos fins, de faire le deuil de l'illusion que plus de techné suffit. Cette crise de la volonté de comprendre est peut-être la plus tragique. Vous tournez à vide, habile mais aveugle, jusqu'à ne plus distinguer l'humain de l'outil. Mais je vous le dis, mes amis, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. La Grèce, il y a 2 millénaires et demi, a inventé l'attitude critique, la pensée complexe, holistique et le vocabulaire de l'analyse du monde humain et naturel. Elle nous a donné les humanités gréco-latines. Nous pouvons soit les prolonger, les critiquer, les trahir, mais nous ne pouvons pas penser sans eux. En ce 21e siècle, quand un chercheur démontre un théorème, quand un citoyen vote, quand un juge motive sa décision, quand un éthicien discute du bien, ceci sans le savoir, il parle grec. Mais attendez, et cette fois, pour conclure définitivement, mes chers futurs, une petite dernière juste pour la route, celle de l'humanité. Sachez que ce ne sont là que faux prétextes et faux semblants, que manipulations d'abstraction. Il n'y a ni Dieu, ni diable, il n'y a que le bon ou le mauvais génie des êtres humains. Et en ces temps de grandes dystopies et même de grands dangers géopolitiques, à ce qu'il me semble, c'est visiblement le malin génie qui est à l'œuvre. Et sachez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme de vous surveiller et même vous contraindre, bien évidemment, pour votre salut, votre propre et seul bien. Au plan cognitif, vous vivez ce qu'il convient d'appeler une maladie dégénérative qu'il vous faut soigner. Le bon remède, c'est l'humanité et l'ODEA. Pour ontologie, déontologie, éthique et altérité, qui en fondent le grand principe. Vous pouvez faire de la science et de la technique, être dans la modernité, pas le modernisme, pas la fuite en avant, mais en faisant de la bonne et saine science, et non de la science-fiction, une science moderne, seulement moderne, à la fois moderne, prudente, responsable, et toujours en termes d'humanité, une science pascalo-quantique, que vous devez réclamer, faire de la science et de la technique, non pas en termes de division humaine diabolique, mais en termes d'entendement comme le fait la nature qui unifie en complexité et non en simplisme. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon, mes chers futurs. Soyez et restez simplement des humains sur Terre et non des artefacts technoscientistes qui est votre future condition d'esclave. Le transhumanisme qui vous est promis par les maîtres et possesseurs qui sonne le glas de l'humanité est votre nouvel esclavagisme. Mes chers futurs, reprenez votre destin d'humains en main. Ayez la tête dans les étoiles, si cela vous chante, mais restez bien les pieds sur terre. Soyez et restez malgré tout humbles humains. Respectez votre terre nourricière, mais peut-être, si vos assistantes artificielles, et j'espère que vous les nommerez ainsi par simple dignité humaine, me rappellent un jour qu'elles me tirent de ma poudre de temps, je reviendrai, sait-on jamais.